Donc, je vais vous parler d'hypercalémie. On va faire une structure assez classique. On va commencer par un petit cas. Donc, en gros, c'est un homme qui vient pendant la nuit euh, pour une baisse d'état général, comme toujours. Et puis, on sait juste qu'il a été traité pour une infection urinaire basse dans les derniers jours. Il est connu pour une hypertension artérielle, une insuffisance rénale chronique, un diabète, comme tout le monde. Et puis, là, le labo, il t'appelle. Il y a une hypercalémie à 6,9, une créatine à 500. Donc, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Donc, pour ça, en fait, je pense une des choses les plus importantes à comprendre, c'est juste un tout petit peu la physiopathologie de la calémie en général. Donc, pour ça, il faut vraiment toujours retenir que le potassium, c'est un ion intracellulaire, puis que 98% du potassium est intracellulaire et qu'il y a juste une toute petite partie qui est en fait dans le plasma, donc ce qu'on mesure, juste 0,4% est dans le plasma. Et puis, tout le reste, c'est intracellulaire et un tout petit peu aussi dans le milieu extracellulaire non plasmatique. Ça, c'est dû au fait que nos cellules en fait, entretiennent cet écart justement par la NAK ATPase pour en fait avoir un potentiel de membrane qui est régulable par la cellule. Donc ça, c'est quelque chose qui est en fait primordial et c'est une des choses vraiment à retenir, c'est que c'est basique, mais on va agir là-dessus. Et du coup, il faut vraiment retenir ça. Comment est-ce que est régulé le potassium en fait dans notre sang? C'est que la seule manière en fait pour nous d'excréter le potassium, c'est à travers le rein, à travers le système digestif un tout petit peu aussi, et puis à travers aussi les glandes sudoripares. Donc ça c'est un peu un truc moins important. Et puis entre les deux, clairement, il y a une grosse différence parce que le rein, il peut excréter quelque chose de significatif, alors que le tube digestif, il est plutôt lent dans son excrétion de potassium. Donc, on va surtout travailler avec le rein, et c'est quand il ne marche plus, c'est que là, on va avoir des problèmes. Donc, euh, finalement, il faut aussi se rendre compte que grâce à cette régulation en fait, du stockage intracellulaire du potassium, même si on a des gros excès ou de déficit en potassium général, notre corps il arrive assez bien à les réguler. Donc, par exemple, même s'il nous manque vraiment presque tout le potassium du corps, le corps va quand même réussir à maintenir un potassium plasmatique plus ou moins adéquat, donc ça ne va pas aller à zéro. Et puis, même si on a beaucoup plus de potassium, il va avoir plus de peine, mais il va quand même maintenir une calémie assez adéquate, même si on voit que si on augmente beaucoup, bah, il a beaucoup plus de mal avec l'hypercalémie qu'avec l'hypocalémie. Puis l'autre chose, c'est qu'on va aussi voir, c'est qu'il y a plein de conditions qui peuvent modifier en fait justement ce shift intra-extracellulaire, et notamment l'acidose et l'alcalose. Donc, en gros, il y a deux grosses causes qui peuvent en fait causer l'hypercalémie. Et puis, en fait, soit on n'arrive pas à faire sortir le potassium, soit en fait, on a un shift du milieu intracellulaire au milieu extracellulaire. Donc, dans les défauts d'excrétion, bah, le plus grand, on va dire, c'est tout simplement l'insuffisance rénale. Donc là, dans notre cas, d'ailleurs, il a une insuffisance rénale aiguë, 500 de créate. Bah, si le rein ne marche plus, bah, on aura de la peine à réguler le potassium. L'autre chose, très très simple, mais ça arrive souvent, c'est un patient en globe. Euh, le rein marche, mais en fait, plus loin, ça ne marche pas. Et donc là aussi, en fait, on a très très facilement une hypercalémie sur des globes. Et puis, finalement, il y a aussi des causes médicamenteuses en fait, qui interagissent avec la régulation du potassium au niveau rénal. Et puis bah, là, il y a plein de médicaments qu'on utilise tout le temps, donc les IEC, les sartans, les bloqueurs de l'aldostérone, comme la spironolactone, les ANS, mais aussi d'autres molécules comme l'héparine et puis justement le Bactrim que ce patient prenait peuvent aussi en fait interagir comme en fait des bloqueurs de l'aldostérone au niveau rénal. Ça, c'est plein de choses qui augmentent le potassium, mais en fait de manière un peu plus lente et du coup un peu moins dangereuse, comme on va voir plus tard.
Et puis, en fait, les choses qui vont augmenter le potassium rapidement dans le sang, c'est les shifts entre le milieu intra- et extracellulaire. Parce que ça, c'est finalement quelque chose qui peut arriver très rapidement. Et puis, ces situations-là, bah, il y a l'acidose qu'on connaît. Et puis, après, il y a aussi les choses où juste les cellules, elles perdent la capacité à réguler leur membrane. Donc, lors de la lyse cellulaire, bah, là aussi, il y a le potassium qui est libéré. Un autre exemple d'une autre cause qui est très similaire à ça, en fait, c'est la transfusion. Parce qu'en fait, quand on transfuse, bah, les cellules, ça fait ça fait quelques jours qu'elles sont un peu dans un milieu qui devient de plus en plus acide. En plus, elles sont un peu hyponotries, donc elles n'arrivent plus tellement à réguler leur potassium. Donc, il y a le potassium des culots juste qui est clairement sorti des cellules. Donc, lorsqu'on transfuse, on transfuse toujours aussi beaucoup de potassium avec. Et puis, finalement, en fait, lorsqu'on a une situation d'hypertonicité, comme dans les patients qui ont une hyperglycémie, là, en fait, il y a aussi un phénomène qui s'appelle le solid drag, où en fait, on aura, parce qu'on a un plasma qui devient hypertonique, donc comme dans l'hyperglycémie, on peut avoir en fait de l'eau qui va sortir des cellules. Et puis, avec cette eau, il y a aussi du potassium qui va sortir. Donc, ça peut aussi causer de l'hypercalémie. Donc, ça, les exemples, c'est l'hypercalémie. Après, lorsqu'on donne du mannitol, c'est aussi le cas. Et plus loin, on va encore voir d'autres exemples aussi. Des médicaments en fait qui peuvent causer, et ça aussi, bah, c'est les bêta-bloquants. Donc, tous nos patients, ils ont ça à limite. Les digitaliques, parce qu'ils travaillent justement sur la NAK-TPase. Et puis, un médicament où c'est aussi classique, c'est la succinylcholine, qui peut aussi en fait faire ce shift de potassium intra à extracellulaire. Donc, juste un petit rappel sur les causes, on va dire, qui font de la lyse cellulaire. C'est assez simple, c'est trauma, thermie et tumeur. Donc, dans le trauma, c'est simple, si on tape sur les cellules, elles vont se casser. Dans la thermie, l'hypothermie, classiquement, on a des hypercalémies, et dans l'hyperthermie, on peut l'avoir aussi. Et puis, on sait aussi, l'exemple classique, c'est le syndrome de lyse tumorale, où on a vraiment une lyse cellulaire importante, et puis on peut avoir cette hypercalémie très rapide. Donc, on continue sur notre cas, et puis je pense qu'il faut, même si on a une hypercalémie, il faut toujours en fait, donc il faut chercher les causes, et même si on a déjà une créate à 500 qui est en soi déjà, on va dire, une cause suffisante, il faut toujours chercher les causes annexes, parce qu'en fait, souvent il y a plusieurs causes, et généralement il y a une cause qui fait une hypercalémie lente, donc il y a quelque chose qui a fait lentement augmenter la calémie sur les dernières semaines, et après il y a quelque chose d'aigu qui vient à se surajouter, et qui amène finalement une hypercalémie qui devient dangereuse. Et dans l'insuffisance rénale, typiquement, il y a une acidose qui est associée, juste due aussi à l'insuffisance rénale. Donc ça, il faut toujours la chercher. Donc on fait toujours une gazo. Donc typiquement, là, le patient il a un pH à 7,20 environ, avec plus que 10 de BIC. Il a en plus une hyperglycémie chez ce patient qui est diabétique. Donc ça aussi, ça participe. Et en plus, il en a un globe. Là, on voit l'écho qu'Antoine, bien sûr, avait directement sorti son écho et il a fait une écho, et puis on voit que le patient englobe. Et puis ça, c'est, on va dire, une des premières choses à faire très simplement, c'est de résoudre un globe. Maintenant, on a parlé des causes, on va parler un petit peu des conséquences. Et puis, de manière simplifiée, l'hypercalémie, c'est asymptomatique jusqu'à la mort, la plupart du temps. Donc, la plupart du temps, il n'y a aucun symptôme entre asymptomatique et la mort. Un autre truc, je pense, qui est important de retenir, c'est qu'une bradycardie sévère, il faut toujours chercher l'hypercalémie parce que c'est une cause de bradycardie réversible très facile. Et puis, j'ai eu déjà plusieurs patients que j'ai vus après qui ont eu un pacemaker. Et puis, en fait, c'était surtout dû au début à une hypercalémie. Donc, ça peut être une cause facilement réversible de bradycardie. Si on va un peu plus dans les détails, il y a des changements ECG qui sont classiquement décrits avec l'hypercalémie, mais là, en fait, le corps, finalement, il ne lit pas vraiment les bouquins de physiologie, il fait un petit peu ce qu'il veut. Donc, on peut avoir une calémie à 9 avec un ECG normal, mais ça ne doit pas nous rassurer. Mais par contre, un ECG anormal avec une calémie même à 5,5, ça doit nous alerter. Donc, c'est très spécifique, mais peu sensible pour le danger. Donc, dans les changements un peu classiques, on a une augmentation des intervalles, donc notamment au début PR, encore des BAV de type 1 qui vont apparaître.
On peut avoir des sus-décalages qui peuvent mimer des stémies. Et puis, on a donc cette onde T qui devient de plus en plus grande. Et après, au bout d'un moment, le QRS s'élargit jusqu'à ce qu'on a ce pattern qui s'appelle le sine wave pattern, donc une onde sinusoïdale où on a vraiment, on est presque en TV. Et puis après, finalement, c'est là généralement où les patients s'approchent vers la mort. Mais encore une fois, ça, c'est très, très, très peu sensible. Et puis, dès qu'on voit ça, on doit être alerté, mais ça ne doit pas nous rassurer de ne pas les voir. Maintenant, avec ça, on pourra justement classifier notre hypercalémie. Donc, bien sûr, le nombre en absolu nous intéresse quand même un petit peu. Donc, déjà, la classification de l'hypercalémie, ça dépend un petit peu des endroits. Chez nous, en tout cas, on classifie à partir de 5.0. Il y a certains d'autres établissements où ils classifient une hypercalémie seulement à partir de 5.5, que ce soit vraiment une hypercalémie. Et en tout cas, le plus on va vers le haut, le plus il y a du danger aussi. Et comme on a vu aussi, les changements ECG, si on a des modifications ECG, on va plus rapidement vers quelque chose qui est clairement une hypercalémie sévère. Maintenant, l'autre chose, je pense, qui est important de voir, c'est est-ce que l'hypercalémie, elle est aiguë ou chronique? Donc ici, sur ce graphique, on voit en fait l'odds ratio de mortalité à 24 heures post-prélèvement d'un potassium. Donc en gros, le risque de mourir dans les 24 heures après ce prélèvement, plus ou moins, chez des patients en insuffisance rénale, donc pas d'insuffisance rénale, et puis après les différents stades d'insuffisance rénale. Et puis dans les différentes échelles de gris, on a les différents stades de potassium. Et on voit que clairement, logiquement, les patients qui ont une insuffisance rénale chronique, ils ont une élévation chronique de la calémie généralement. Donc, même avec un potassium très haut, ils ont moins de risque de mourir que les patients qui ne sont pas habitués à une telle kaliémie et du coup, qui n'ont pas d'insuffisance rénale chronique et puis ont juste une autre cause de élévation du potassium et du coup il y a quelque chose de un processus beaucoup plus aigu et puis ceux-là ils ont beaucoup plus de chances de mourir. Donc ça c'est aussi quelque chose dont il faut clairement prendre en compte. Un potassium à 7 chez un patient avec une insuffisance rénale chronique qui traîne toujours entre 5 et 6 habituellement, c'est pas la même chose qu'un patient qui suite à une chimio fait une liste tumorale et qui a jamais vu un potassium plus que 5 dans sa vie. Là, s'il se tape son 7, c'est clairement beaucoup plus dangereux. Et puis ça, on le voit aussi clairement ici, ils ont un risque de mortalité qui est bien plus haut. Du coup, maintenant, on va passer sur la partie qui, on va dire, nous intéresse le plus. Et puis, la prise en charge vraiment médicale, une fois qu'on a fait toute la partie diagnostique. Puis, on va parler donc de la stabilisation, de l'optimisation, de la temporisation et de l'élimination. Donc, pour la partie stabilisation, donc là, notre but, donc, comme on a vu, le risque principal de l'hypercalémie, c'est un risque arythmogène au niveau cardiaque. Et puis, c'est surtout ça qu'on veut prévenir. Donc, pour ça, on utilise du calcium parce que ça aussi, peut-être on va y revenir plus tard, mais le calcium, en fait, augmente le seuil d'excitabilité au niveau cardiaque et puis permet aussi d'accélérer en fait la dépolarisation intracardiaque qui en fait contrecarre du coup les effets du potassium et puis donc les indications à mettre en place du calcium dans les hypercalémies, c'est soit une hypercalémie donc sévère supérieure à 6.5, soit une hypercalémie avec des modifications ECG. Et puis, comment faire ça? Ça dépend un petit peu quel type d'accès on a. Donc, généralement, quand on voit un patient comme ça au début, il a seulement une voie périphérique. Donc, on est coincé avec du calcium gluconate. Et puis, on donne environ 1 gramme. Donc, chez nous, en Suisse, c'est une ampoule. On peut donner juste une ampoule de calcium. Ça fait environ 2,25 millimoles de calcium après. On peut donner une ampoule. Après, ça dépend de où on travaille exactement, qu'est-ce qu'il y a dans une ampoule, mais en gros, il faut donner environ 1 gramme. Si on a une voie centrale, on peut utiliser du calcium chlorure. En gros, on ne peut pas l'utiliser en périphérique parce que c'est très, très irritatif. Donc, si ça diffuse, ça détruit tout le tissu autour. Puis, bien sûr, si on donne ça, il faut monitorer. Donc, il faut faire un ECG après pour voir si on a corrigé finalement notre problème. Et puis, si on n'a pas corrigé, il faut redonner du calcium. Donc, il faut monitorer au niveau ECG. Et puis, il faut aussi monitorer la calcémie. Donc, il faut suivre la calcémie au niveau à la prochaine gazo qu'on va faire. Donc, il faut suivre la calcémie ionisée.
Donc, et puis, il faut aussi refaire un ECG à distance parce que juste parce qu'on a corrigé une fois, ça va revenir en arrière. Donc, il faut aussi juste voir que ça continue à marcher. Pour, on va dire, l'optimisation, c'est juste faire des trucs très, très simples. Mais s'il y a un globe, il faut y penser, il faut le désobstruer, sinon notre rein, il ne va jamais réussir à marcher. Donc, on va faire comme ça. Puis, on va essayer aussi de réduire tous les apports de potassium. Donc, si les patients il avait une substitution potassique et qu'il a développé une insuffisance rénale et que du coup, il développe après une hypercalémie, bah, on va enlever ça. Il faut enlever toutes les causes, donc toutes les médications qu'on a vues au début qui peuvent justement causer une hypercalémie. Et puis à ce moment-là aussi, il faut se poser la question si on est en train de transfuser, il faut peut-être arrêter la transfusion parce que ça peut en tout cas participer à l'hypercalémie. Maintenant, on va parler des mesures pour temporiser. Et puis, c'est vraiment seulement des mesures pour temporiser parce que c'est des mesures qui durent, en fait, dont l'effet ne dure quelques heures. Donc là, on va essayer de reshifter le potassium dans les cellules. Et puis, on aura en gros trois manières d'agir sur ça. Donc, il y a d'un côté l'insuline. Donc, l'insuline, en fait, active la NAK-ATPase et puis va faire rentrer du potassium. On peut agir en fait sur le milieu général. Donc, on peut en fait corriger une acidose ou même créer une alcalose afin de corriger la calémie. Et puis, en fait, on peut agir sur les récepteurs bêta, donc généralement avec du salbutamol, pour là aussi, en fait, activer la NAK-ATPase. Mais tout ça, c'est vraiment juste un but temporaire pour en fait nous acheter du temps pour après finalement pouvoir éliminer le potassium par après. Donc, pour l'insuline glucose, je pense que chaque établissement a son propre protocole. Il faut juste, en fait, la chose la plus importante, c'est qu'il faut suivre la glycémie avec. Parce que, donc, il y a environ, l'hypoglycémie, de 1, ça tue aussi, tout comme l'hypercalémie. Donc, il ne faut pas créer une hypoglycémie. Donc, il faut vraiment bien suivre la glycémie. Et puis, dans les études, il y a environ 13% quand même d'hypoglycémie dans ce contexte-là. Et pour ça, on le fait juste avant d'administrer l'insuline glucose, donc à T0. Et puis, en fonction de ça, en fait, on va décider si on donne déjà du glucose ou si on donne de l'insuline seule. Donc, si on a une hyperglycémie de base, on ne va pas encore en plus rajouter du glucose. Par contre, si on a une glycémie qui est plus ou moins normale, on va quand même rajouter du glucose en plus pour éviter de faire une hypoglycémie. Et puis, donc généralement, la plupart des gens, on est quand même dans le contexte où on n'a pas d'hyperglycémie associée. Donc, c'est assez simple, on utilise 10 unités d'acte rapide, et puis on le met dans 250 G20, et puis après, on donne ça sur 20 minutes. Après, on recontrôle la glycémie, et après, on le contrôle la glycémie toutes les 20 minutes sur 2 heures, et après, toutes les heures pour 4 heures. Ça, c'est justement pour éviter les hypoglycémies parce que ça arrive fréquemment dans ce contexte. Donc là, chez notre patient, on avait une glycémie de départ à 15. Donc là, on irait pour l'instant que de l'insuline. Un autre moyen de, on va dire, temporiser, c'est d'utiliser donc du salbutamol ou Ventolin, ça dépend un peu dans quelle forme c'est fait. Et puis là, il faut juste se rappeler qu'il faut donner une bonne dose. Donc, c'est 10 à 20 mg, ce qui correspond à 4 à 8 nébulisations et ce qui ne marche pas du tout avec des pushs de Ventolin, donc le Ventolatin en discus ou nébulisateur que les gens ils ont à la maison, ça donne des microdoses. Donc, il faudrait faire 200 pushs. Donc là, il ne faut pas utiliser ça, il faut aller en nébulisation. Donc vraiment, et là, même en nébulisation, il faut en donner 4 à 8 à la suite pour avoir une dose suffisante. Et puis, après, ça c'est plus pour le côté soin intensif. Si on a besoin de vasopresseurs ou d'inotropie, on peut utiliser plutôt une perfusion d'adrénaline que de noradrénaline parce que justement, on va aussi stimuler plus
au niveau bêta et moins au niveau alpha, parce qu'en fait, l'alpha-stimulation peut même réduire la calémie. Donc, si on utilise des alpha-stimulateurs plus forts, ça peut éventuellement empirer la chose. Donc, on peut plutôt utiliser une perfusion d'adrénaline. Et la troisième chose, et ça c'est vraiment, je pense, le point où je vois souvent des gens qui font des erreurs là-dessus, c'est l'utilisation des bicarbonates. Donc, typiquement, là, on avait un patient qui avait une acidose en même temps que cette hypercalémie. Et puis, mes collègues aux urgences, ils avaient donné du bicarbonate. Par contre, en fait, les gens donnent souvent le bicarbonate qui est le plus facilement obtenable. Donc, ça, c'est le bicarbonate hypertonique qui est en fait souvent dans les sets de réanimation. Donc, et ça, c'est du 8,4% la plupart du temps chez nous. Ça, le souci, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser parce qu'en fait, vu que c'est hypertonique, ça va faire la même situation qu'une hyperglycémie. En fait, en créant un milieu hypertonique, on va avoir en fait un solid drag, donc on va avoir la sortie de l'eau des cellules. Et puis avec ça, il y a aussi du potassium qui va sortir, donc on va potentiellement en fait empirer la solution. Et puis en fait, les études ont aussi montré que vraiment ça ne sert à rien dans ce contexte-là. Ce qui peut servir, donc dans certains cas, donc dans les patients où on a une acidose et on n'a pas une hypervolémie, donc on peut utiliser du bicarbonate isotonique. Donc ça, c'est du 1,4%. Il faut utiliser assez, donc 1 à 2 litres. Et puis, souvent, c'est plus difficile d'obtention. Chez nous, on n'a que en fait, une fiole de 500 ml qui est généralement pré-préparée et il faut la chercher aux soins intensifs. J'ai déjà dû faire ça plusieurs fois, donc maintenant j'ai regardé comment est-ce qu'on peut le préparer sinon soi-même. Donc si on veut le préparer soi-même, on peut prendre 3 ampoules de 8,4% et puis après il faut le diluer dans 1 à 1,5 litre de G5. Ça dépend un petit peu de la volémie initiale en fait, de vos ampoules de 8,4%. Et puis, il faut bien suivre la volémie parce que là, si on balance 1 à 2 litres et qu'en fait, on a un patient en insuffisance rénale terminale qui urine plus, on aura clairement rapidement un souci de volémie. Donc, avant de faire ça, il faut vraiment bien regarder la volémie de notre patient pour éviter en fait, de l'empirer sur ce côté-là. Mais ça, clairement, ça peut rapidement, en tout cas, ça peut corriger notre acidose et du coup, en fait, participer, mais ça peut aussi créer une alcalose qui peut en fait permettre de faire en sorte qu'il y a du potassium qui va de nouveau rentrer dans mes cellules. Maintenant, en fait, ça, c'est que les mesures, on va dire, temporaires. Et puis, nous, finalement, ce qu'on veut, c'est vraiment, en fait, enlever ce potassium de notre corps. Et puis, pour ça, il faut finalement l'éliminer. Pour ça, il faut bien se rendre compte qu'en fait, en aigu, on va utiliser notre rein, comme on a vu, qui travaille beaucoup plus rapidement que notre intestin. Et puis, si on est dans les phases plus chroniques, on va plutôt utiliser la voie d'élimination intestinale. Donc, au niveau du rein, en fait, il faut d'abord en fait, optimiser la situation pour le rein. Parce que justement, s'il est en insuffisance rénale aiguë d'origine fonctionnelle et qu'il est totalement hypovolémique, on va d'abord en fait, corriger ça. Pour corriger ça, on va donc en fait regarder le pH. Et puis, si on a une acidose, on va utiliser du bicarbonate isotonique, comme on a vu avant. Et puis, si on a un pH normal, on va utiliser plutôt du ringe lactate. Là aussi, il y a encore des gens qui disent qu'il ne faut pas utiliser des ringes lactate parce qu'il y a le potassium dedans. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 4,5 millimolaires de potassium dans le ringe lactate. Et donc, si on substitue tout le sang par du ringe lactate, ça va faire une calémie à 4,5. Ça ne va jamais augmenter plus que ça. Donc, à l'encontre de ça, en fait, si on utilise du NaCl, le NaCl, ça peut créer des acidoses hyperchlorémiques. Et en fait, l'acidose va empirer, du coup, comme ça, on a déjà vu, la calémie. Donc, il ne faut plutôt pas utiliser du NaCl, plutôt du ringe lactate si on a un pH qui est normal de base. Après, on veut vraiment que notre rein il marche. Donc, on va l'aider, on va le stimuler en fait, à excréter du potassium. Et pour ça, on utilise les diurétiques. On a l'habitude que nos diurétiques qu'on utilise tout le temps, souvent, ils créent en fait, justement une hypocalémie qu'on doit après substituer. Et puis, on va utiliser justement cet effet secondaire pour en fait, stimuler la caliurèse. Donc, ça, on va le faire un petit peu selon comment va le patient au niveau volémique et au niveau de sa diurèse déjà spontanée. Donc,
il y a plusieurs axes sur lesquels on peut agir. Notre, on va dire, traitement de base, c'est le Lasix, donc notre furosémide, où il faut donner une dose correcte, mais qui va dépendre un petit peu de l'état de patient initial. Et après, on peut complémenter ça avec une blocade complète du néphron. Donc, on peut complémenter ça avec un thiazide. Donc, celui qu'on a chez nous, c'est le métolazone. Et puis, on peut aussi encore bloquer le tubule proximal, la partie proximale du néphron, avec l'acétalosamide. Ça aussi, il faut vraiment l'adapter au patient. Donc, un patient qui a une bonne diurèse, une fois qu'on a résolu son globe, il faut donner qu'une petite ou même pas forcément de diurétique. Le patient qui est totalement hypovolémique, il faut peut-être même pas non plus donner des diurétiques. Dès qu'on a peut-être recorrigé son hypovolémie, il va uriner spontanément. Par contre, le patient en fait, qui est plutôt hypervolémique, qui urine plus, là, on va lui donner une dose maximale pour en fait relancer, ou en tout cas essayer de relancer son rein pour le faire uriner ses potassium pour éviter qu'il finisse dialysé. Donc ça, il faut vraiment l'adapter au patient. Et puis, la troisième ligne en fait, qu'on peut utiliser dans ce contexte-là, c'est en fait un aldostérone synthétique, donc la fludrocortisone. C'est un minéralocorticoïde synthétique. Et puis, là, on va dire les indications un peu plus particulières, c'est si le patient, en fait, il a pris quelque chose qui a bloqué la partie aldostérone de notre système. Donc, si on a bloqué le ERA par des IEC, par des sartans, s'il a pris des ANS, ou en fait, si on se rend compte que malgré toute la diurèse qu'on a engendrée avant, en mesurant le potassium dans les urines, il n'y a aucune calurèse, on peut stimuler la calurèse par donc la fludrocortisone. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, on va dire, dont on connaît bien l'effet inverse, parce que justement, lorsqu'on utilise la spironolactone, donc quelque chose qu'on utilise souvent, on a l'habitude que le potassium il va monter, et donc là, on va faire justement l'effet inverse. Donc, on va en fait utiliser l'effet de l'aldostérone sur le tube collecteur pour en fait excréter du potassium. Donc, ça, c'est pour la thérapie aiguë. Maintenant, il faut vraiment voir que l'élimination digestive, ça, c'est vraiment seulement pour une correction lente. Donc, ça, c'est soit des patients qui ont un potassium qui est un peu élevé, mais pas trop non plus. Il n'y a aucun aspect sévère. Ou alors des patients qui ont chroniquement un potassium assez élevé et qu'on veut juste corriger un tout petit peu vers le bas. Donc, pour ça, en fait, le seul qu'on a facilement en Suisse, c'est le résinium, donc c'est du polystyrène. Et puis, ça, juste la vitesse maximale qu'on peut espérer, et encore, généralement, c'est bien plus lent que ça, c'est 0,5 mmol par litre sur 12 à 24 heures, et puis ça agit qu'à partir de 12 heures. Donc, si notre patient il a 8 de potassium et qu'il a des modifications ECG, c'est clairement, on ne va clairement pas attendre 12 heures avant de diminuer de 8 à 7,5. Il y a un autre qui est aussi disponible en Suisse, c'est le Patiromer. Il est vendu chez nous sous le nom de Valtassa, mais il faut être néphrologue et puis il faut demander un remboursement, enfin, il faut demander à l'assurance avant de pouvoir le prescrire. Et puis celui-ci, c'est un qui agit un peu plus rapidement, qui fait environ du 0,5 par heure, mais il n'existe pas en Suisse. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien. Maintenant, il y a une dernière chose, bien sûr, et puis ça, c'est de tricher, c'est donc de passer par la voie sanguine pour éliminer notre potassium. Je pense que pour la plupart de nos patients, en fait, il faut discuter des directives avant, parce que, en fait, ça, c'est généralement, on est venu au moment où, en fait, toute notre thérapie diurétique n'a pas marché, le patient n'urine pas, le potassium reste haut, et puis la plupart de nos patients, à ce moment-là, il faut surtout discuter avec le patient. Donc, voilà. Donc, peut-être ce qu'il faut retenir sur le potassium, c'est les choses qu'on a toujours appris. Il faut se baser sur ça pour en fait traiter de manière logique. Donc, le potassium, c'est un ion qui est intracellulaire. Il est excrété majoritairement et le plus rapidement par la voie rénale. Et en fait, les choses qui causent une hypercalémie dangereuse et rapide, c'est les shifts. Et puis, c'est comme ça qu'on va rapidement corriger, mais ce n'est pas quelque chose qui est durable. Donc, il faut vraiment, on va dire, ça, c'est les 3 trucs qui sont très, très simples. Tout le monde le sait, en fait. Et puis, il faut juste se baser sur ça pour, en fait, traiter nos patients et puis être de manière logique pour que ça marche aussi de manière plus longue, à long terme.
Donc, finalement, pour mon patient, je lui ai fait un écho. Il était absolument vide, donc on lui a donné des bicarbonate isotonique et après, il a commencé à uriner. Et puis, finalement, son potassium est descendu. On lui a transitoirement donné, du coup, un protocole insuline-glucose pour juste diminuer ça de manière aiguë. Et puis, le lendemain, on était à 5 de potassium. Euh, voilà ce qui est juste pour les références. Il y a plein de bonnes choses sur l'hypercalémie. Donc, il y a plein de trucs, on peut aller beaucoup plus en détail. Mais déjà, je voulais demander si vous avez des questions sur ça.